Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Ideas in Science en cette période de confinement due à la crise du Covid-19. Et pour célébrer cette journée mondiale de la Terre, dont la première édition remonte à 1970, déjà à 50 ans, nous avons concocté une série de débats très variés avec de grands spécialistes français dans de nombreux domaines d'expertise. Car cette crise du Covid-19, absolument inédite pour les jeunes générations, touche tous les pays du monde en faisant de très nombreuses victimes, déjà plus de 2,5 millions de personnes contaminées et malheureusement plus de 156 000 morts au moment où on parle. Et si ce n'est pas la première pandémie de l'histoire, elle a surpris tout le monde tant par sa fulgurance que par les impacts des décisions prises par les gouvernements partout sur la planète. Aussi, pour mieux comprendre quelques-unes des conséquences de cette crise du Covid-19, nous avons pensé qu'il serait utile de faire appel à des experts français de différents domaines des sciences pour recueillir leurs éclairages. Et avons organisé à l'occasion de cette journée mondiale de la Terre une série de débats retenant 7 thèmes que nous aborderons avec eux. Le premier thème sera celui des transports, puis le climat, la biodiversité, la médecine, l'éducation, la culture et enfin l'économie. Alors, pour le premier thème, j'accueille avec grand plaisir Catherine Monory, Gérard Felzer et Michel Tonini, qui sont 3 experts bien connus du grand public, 3 spécialistes. D'abord, tous les 3 sont pilotes. Catherine Monory est même plusieurs fois championne du monde de voltige aérienne. Gérard Felzer est un ancien pilote de ligne commandant de bord d'Air France, spécialiste des transports. Et puis Michel Tonini, un de nos astronautes les plus fameux, puisqu'il a eu l'occasion à plusieurs reprises de partir dans l'espace, visiter la station Mir et la station spatiale internationale. Donc, des spécialistes qui pourront nous parler de confinement, mais surtout des transports, puisque c'est un thème qui leur est cher et évidemment qui nous intéresse tous au premier degré, au premier niveau. Alors, première question, d'abord Catherine, comment vivez-vous le confinement? Je le vis un peu comme presque une opportunité. Je vais vous dire, ce que vous venez de dire m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, tous les thèmes que vous avez abordés s'entremêlent. C'est absolument impressionnant de voir que tout à coup, le monde est à l'arrêt pour la première fois pour une raison qui n'est pas l'économie. On a pu passer par-dessus alors que on ne pourra plus dire que le monde ne peut pas fonctionner autrement. On était persuadé avant que l'économie gouvernait tout. Et puis, pour la première fois, c'est un peu comme si on avait, puisqu'on est dans les transports, comme si on avait arrêté un TGV parce qu'il y avait un petit virus sur le rail et qu'on regarde ça en se disant maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est l'occasion d'un énorme recul et de se demander à quoi est-ce que ça peut servir, comment allons-nous repartir. Enfin, c'est une énorme interrogation qui, personnellement, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment besoin de la vivre. Alors, vous, de votre côté, comment vivez-vous ce confinement contraint et forcé? Entre colère et déception, parce que finalement, alors je n'allais pas dire que c'est une revanche de la nature, mais à force de déforester, à force de fragiliser la biodiversité, on se rapproche des animaux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace et on voit effectivement de la nourriture sauvage ou de la nourriture de brousse, qu'on appelle ça, notamment en Afrique, parce qu'ils en ont besoin. Il y a 5 à 6 millions de tonnes qui sont mangées chaque année avec des bêtes sauvages. Alors, c'était bien du temps de la cueillette et de la pêche et de la chasse. Aujourd'hui, avec cette démographie galopante, qui est un vrai danger pour nous, mais bien, ça ne peut plus tenir. Et donc, on bouffe notre capital. On ne peut pas le régénérer, aussi bien pour la surpêche que la surchasse ou l'élevage intensif. Et finalement, les virus qui sont très couramment installés chez nos amis les bêtes, ils finissent par se transmettre à l'homme et on voit ce que ça donne. Donc, on sait que la plupart des virus sont issus soit qui sont des hôtes ou soit qui sont la cause d'animaux. On a vu la chauve-souris, on ne peut pas en vouloir aux pangolins non plus, ni aux gorilles. De transmettre des virus, c'est la façon dont on s'en sert qui devient délétère et on finit par payer parce que si la santé, si la terre va mal, les humains vont mal aussi parce qu'ils ont envahi tout le territoire et aujourd'hui, il n'y a plus de place pour personne. Donc, cette course à
la rentabilité, cette course à la productivité, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des limites. Et je suis assez d'accord avec Catherine. C'est le moment de se poser un peu et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas recommencer, parce qu'il y aura d'autres virus, pour ne pas recommencer de la même façon. Ah, c'est très clair, effectivement. Et, Michel, de votre côté, comment, parce que en tant qu'astronaute, vous avez pu à plusieurs reprises observer, contempler cette finitude de la Terre, hein, dont tous les astronautes évidemment témoignent. Mais j'imagine que finalement, c'est pas une grande surprise, à force d'avoir témoigné dans des conférences, dans des livres, à la télévision, à la radio depuis des années, en fait, de cette extrême fragilité. Nous sommes tous des astronautes, c'est-à-dire que sur la planète Terre, on est tous contraints, mais on s'imaginait qu'elle était sans limite, qu'elle était finalement presque, oui c'est ça, presque illimitée, et en fait pas du tout. Comment vous réagissez vous en tant qu'astronaute justement sur cette crise incroyable? Alors, le confinement, d'abord, pour moi, est quelque chose, pour nous astronautes, c'est quelque chose que l'on vit régulièrement, puisque avant chaque vol, il y a une période de quarantaine. On n'appelle pas ça confinement, on appelle ça quarantaine. Finalement, c'est une quatorzaine, ça reste 2 semaines avant vol et après vol, où on est un petit peu protégé pour éviter d'amener des virus et des bactéries dans la station spatiale. Donc, nous, on connaît bien. Moi, j'ai vécu en plus d'autres séquences de confinement, parce que j'étais en URSS en 1986. Là, j'ai vécu une sorte de confinement parce que je n'avais ni voiture, ni journaux, ni téléphone, ni magasin, ni rien. Donc, j'étais vraiment confiné comme on l'est en ce moment. Donc, j'ai vécu plusieurs types de confinement et dans la station spatiale, on est confiné. Je n'ai pas fait de vols très, très longs, mais je suis un petit peu les nouvelles de mes collègues qui restent longtemps dans l'espace. Et finalement, on s'aperçoit que dans le confinement, dans ces périodes où on est confiné, il y a une capacité de l'être humain qui est assez incroyable, qui est une capacité d'adaptation. Donc, c'est un peu ce que disait Gérard, c'est qu'on va réfléchir différemment, on va faire les choses différemment, mais on s'adapte. Et ce qui est très important, c'est que quand on fait un vol spatial, on va changer brutalement le facteur de charge de 1G, de gravité terrestre, à 0G, donc on va flotter dans l'espace. Au début, on n'est pas très bien. C'est ce qu'on ressent au confinement. On ne se sent pas très, très bien parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas habitué à être privé de nos libertés. Le sang va commencer à monter la tête va gonfler un petit peu, les jambes vont diminuer, les muscles vont s'atrophier, l'os va disparaître, on va avoir le mal vestibulaire. Toutes ces choses-là sont difficiles au départ. C'est un petit peu ce que l'on voit comme parallèle avec le confinement. Et au bout de quelques jours, on s'habitue. Et au bout de quelques jours, non seulement on s'habitue, mais la vie dans l'espace, elle est vraiment extrêmement bien. Donc, elle est quelque chose de fabuleux. Et donc, je pense qu'il y a une capacité d'adaptation qui est extrêmement forte et qui permet à l'être humain de vivre ce confinement de façon positive. Contrairement à ce qu'on peut lire dans tous les médias, de voir que les gens sont inquiets. Mais par contre, il faut bien le gérer. Et pour le gérer, il faut quand même une certaine forme d'équilibre dans ses activités et dans son temps de confinement. Est-ce que le Covid va transformer nos habitudes individuelles et collectives dans la façon de nous transporter? Je pense que l'aviation a toujours un peu su donner l'exemple de capacité de transformation. Alors maintenant, on est à un niveau où il faut non seulement une évolution qu'on est en train de vivre, que l'aviation avait lancé et à mauvais titre, on ne lui reconnaît pas quelquefois, notamment dans son empreinte écologique, mais je pense qu'on est au seuil d'une transformation, que ça va être douloureux. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Il est impensable que les gens ne se posent pas la question. Je ne sais pas si toi, tu vois quelque chose là-dessus. Est-ce que ça peut pas réduire à néant, ou est-ce que les gens vont simplement se protéger? Mais certainement, ça va poser question. Le grand ennemi de l'humain, c'est l'incertitude. Les gens souffrent de ne pas savoir ce qui va se passer. Alors, je suppose que quand on est dans la station orbitale, tout est quasiment prévu. Je veux dire, il y a très peu d'imprévus, me semble-t-il, mais ça, c'est Michel qui pourra nous le dire. Tandis que là, on ne sait pas, on découvre tous les jours un petit peu quelque chose, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas le mode de transmission réel, quel est le degré de danger. Ouais. Et ça, c'est pire que tout parce que dans ce genre de crise, on a connu des crises financières en 1929, une crise politique en Allemagne en 1933, ça a amené un repli sur soi, des nationalismes qui reviennent,
parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, il y a un problème de société qui va peut-être se stigmatiser. On voit bien que Trump qui joue les cavaliers seuls, Bolsonaro aussi, qu'on n'a rien à cirer de déforester l'Amazonie, on a peut-être une tendance au chacun pour soi et qui peut être extrêmement dangereux. Ça, c'est pour la politique. Maintenant, sur l'économie, eh bien, on aura beaucoup de mal à redémarrer. Effectivement, on ne pourra pas faire comme avant. Je pense qu'il y aura un avant et un après Covid où on dira arrêtons de faire un peu n'importe quoi, arrêtons d'acheter 80% de nos médicaments en Chine, peut-être, on peut relocaliser, de faire des transports à tout va de marchandises, de fruits ou de légumes d'Amérique du Sud. Peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions et être un tout petit peu plus raisonnable. Et là, je pense que le consommateur va avoir de plus en plus voix au chapitre. Le public va être beaucoup plus attentif aux lois qui vont les protéger ou pas. Je vous donne un exemple. En ce moment, les particules fines seront plus bas. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de circulation, il y a moins d'industrie. Et pourtant, on a découvert qu'il y avait des particules qui dépassaient ce qui était recommandé par l'OMS. Et elles viennent d'où ces particules ? Elles viennent des épandages. Les épandages agricoles qui ont été aptes à être autorisés pour le printemps, parce que c'est là qu'on vaporise, eh bien, il se trouve que ces particules, notamment de méthane et comment dirais-je, de résidus agricoles, elles peuvent transporter, comme un cheval de Troie, les virus du Covid s'ils se trouvent sur la route. Alors, on découvre certaines choses et de plus en plus, il va y avoir des mesures de précaution à prendre pour anticiper et ne pas démarrer cette machine infernale. Moi, je pense que c'est là que ça va changer et notamment quand on a vu ces tergiversations, quand on voit les différences de comportement ou de décision entre l'Allemagne et la France, on est à quelque chose d'assez incompréhensible pour le public. Je crois qu'il y aura à la fois en économie, où on va privilégier, parce qu'on parle de relance, si on parle de relance, autant le flécher et prioriser les projets qui ont un sens vers le progrès humain, plus respectueux de la santé et du bien-être. On ne va pas recommencer comme avant. On ne va pas recommencer à financer les banques comme ça s'est passé en 2008. Donc, je pense que là, il y aura quand même une prise de conscience assez intéressante du point de vue de l'économie verte, pourquoi pas, et puis du point de vue de la société et de la démocratie, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des modes de production, de consommation qu'il va probablement falloir revoir, parce que ça fait peut-être 30 ans que les Américains, le consommateur américain dans les Walmart eh bien, est équipé de produits manufacturés, de produits de consommation fabriqués en Chine, et là on découvre soudainement que c'est exactement la même chose dans les pharmacies françaises. On a le même niveau de dépendance absolument incroyable que finalement, je dirais, le citoyen, le consommateur moyen ignorait totalement. Il n'y avait que les spécialistes de ces domaines-là qui en avaient conscience de façon aussi flagrante. Pardon de t'interrompre, c'est un seul mot qui résume tout ça, c'est le profit. On va acheter en Chine parce que c'est moins cher, que la main-d'œuvre est payée au dixième de ce que ça coûte chez nous, et on recapitalise cette main-d'œuvre. Je veux dire, il y a un truc là qui ne va pas tenir longtemps. Ce n'est pas possible. Ou alors, il va falloir qu'il y ait des taxes sur les conséquences environnementales et sur les conséquences sociales. Si on fait travailler des enfants pour fabriquer des ballons de football, comme ça s'est passé pour Nike il y a quelques années, le pouvoir du consommateur va pouvoir prendre de l'importance. À partir du moment où vous avez des réseaux sociaux extrêmement puissants, les réseaux sociaux, ça date il y a 12 ans, hein, pas plus, hein, et il y a 4 milliards d'individus qui utilisent un smartphone aujourd'hui. Eh bien, cette puissance-là, elle pourrait être mise au profit de la sensibilisation des gens à leur propre santé. Les consommateurs, parce que ça va dépendre d'eux, pour que les consommateurs prennent conscience et aient besoin de sens, et que quand la biodiversité est en danger, parce que là, on a tout arrêté pour sauver quelques vies, donc si on est cohérent, on est obligé de changer et de faire de nouvelles voies qui vont être génératrices de développement économique et de nouveaux emplois. Il ne faut pas le voir comme une remise comme un retour en arrière, mais bien comme une avancée, une transformation.
Tu as complètement raison, Catherine. Et si on revient au transport et à l'aviation, eh bien, il va falloir trouver une rupture technologique qui soit beaucoup plus respectueuse. La dernière rupture technologique, elle date du Concorde. Il y a quand même pas mal d'années, hein, mais pour la vitesse, etc. Aujourd'hui, il pourrait y avoir une rupture technologique pour avoir des avions beaucoup plus propres, beaucoup plus confortables et beaucoup moins polluants. Et le premier grand défi de l'aéronautique, ça a été la sécurité. Au début, on cassait du bois tout le temps. C'était l'insécurité, c'était le compagnon normal de l'aviateur. Et maintenant, c'est le moyen de transport le moins dangereux. Je pense que maintenant, on devrait être capable de trouver les ressources pour avoir la nouvelle sécurité, qui est une sécurité écologique, une sécurité de santé. Et toutes ces nouvelles sécurités, il faut suivre l'exemple de nos prédécesseurs pour cette rupture. On doit se transformer. C'est pour ça que je parlais quelquefois de la douleur de la chenille qui croit que c'est la fin du monde. Pour sortir un papillon, on doit y arriver maintenant. Il faut y aller. En tout cas, il faut y aller. Mais il faut que les gens nous suivent et que pas, on voit, comme on a vu ce matin, je crois que c'est une compagnie low cost qui propose maintenant à des prix déjà pas possibles d'emmener les bagages pour essayer de ramener les gens à consommer à toute vitesse de la même façon. Surtout pas. Il faut absolument éviter ça. Et d'un autre côté, on peut se poser la question de savoir, on l'avait abordé au début, comment on va sécuriser et faire remonter les gens dans les moyens de transport, notamment le métro, la SNCF. Est-ce qu'il va y avoir des masques obligatoires ou pas? Est-ce qu'il va falloir désinfecter à chaque voyage? Vraiment, c'est une problématique qui, pendant quelques mois, vont tenir le haut du pavé. Ça ne va pas être facile. Je peux peut-être intervenir sur ce point précis de la diffusion éventuelle dans les cabines d'avion. Il y a un renouvellement d'air toutes les 2 à 3 minutes, d'une part. Alors, c'est de l'air qui est piqué à l'extérieur à moins 56 degrés. On ne pense pas que les Covid se retrouvent à cette altitude. Ça se réchauffe à travers les packs de conditionnement d'air et ça arrive en très bonne analyse, en très bonne santé sur les aérateurs. L'air vicié est aspiré au sol. Et la moitié donc de l'air qui est renouvelé, elle est renouvelée à partir de l'air extérieur, mais aussi à partir de recirculation à travers des filtres. Et là, on nous garantit que ces filtres, ils résistent au micron, c'est-à-dire au virus. Alors maintenant, quel est le danger? Le vrai danger, c'est de vous retrouver avec à vos côtés pendant 9 heures de vol avec quelqu'un qui tousse. Ça, c'est clair. Mais en tous les cas, l'atmosphère de la cabine est beaucoup moins à craindre que la fréquentation dans les aéroports, par exemple. Et encore pire dans les immeubles, où il y a de la VMC, où les filtres ne sont pas toujours changés. Quant à l'avenir d'Air France, puisque égoïstement, c'est proche de chez nous, on peut se poser des questions sur les acquisitions, les fusions, parce qu'il va y avoir des morts dans les compagnies aériennes. Devant le Covid, j'ai lancé une bouteille à la mer en disant « et si on essayait de faire quelque chose ?» Du coup, les gens ont répondu, Dassault Falcon, TBM, etc. On s'est retrouvé là avec à disposition à peu près 150 avions d'affaires, petits et grands, et puis on transporte le personnel des bâtiments, enfin des structures hospitalières d'un point à un autre pour pouvoir renforcer les équipes en cas de besoin. Alors, il y a 2 mondes, l'aéronautique et le médical. Et finalement, on a les mêmes exigences. Ça demande de la rigueur, ça demande quelquefois aussi de l'attention, de la remise en cause des facteurs humains, savoir travailler en équipe. Et finalement, tout ça fait que ça marche. Parce que quand on va dans un endroit, on fait du Mulhouse, Nice, Strasbourg, La Rochelle, etc., on discute avec ce personnel de santé et on s'aperçoit que devant ce drame, eh bien, on peut être unis parce qu'on a les mêmes valeurs. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, ça, c'est pour les pilotes. Il y a 500 pilotes professionnels qui se sont inscrits comme bénévoles. Pour les 150 machines, c'est pas mal. Donc, on assure des vols tous les jours. Il y a des EHPAD ou des structures hospitalières qui sont fatiguées, ils sont surmenés. Il y a pas mal de PNC, personnels navigants commerciaux, qui ont des notions de soins primaires, certes, mais qui peuvent soulager des équipes. Donc, on va renforcer la plateforme
en disant, en mettant en relation ceux qui ont des besoins et ceux qui proposent leurs services. Et là, c'est extrêmement courageux parce que piloter un avion, ok, il y a peut-être des petits risques, mais pas beaucoup. Mais aller travailler dans un EHPAD, eh ben, c'est quand même pas la même histoire. Donc, malgré toutes les barrières sanitaires qu'on peut y mettre. Donc voilà, moi je suis très étonné par ce mouvement de solidarité du monde de l'aéronautique et je m'en réjouis. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la capacité d'adaptation que nous avons naturellement. On s'adapte à des conditions très difficiles et en général, on s'adapte d'une façon positive et qui est très bénéfique pour soi-même et pour la société. Alors Michel, est-ce que vous pouvez nous dire justement, alors c'est très particulier, tout le monde sait que la Station spatiale internationale est occupée par des astronautes et dans quelques jours, dans quelques semaines, les Américains vont a priori lancer une nouvelle fusée SpaceX avec à bord pour la première fois depuis la fin des navettes spatiales leurs propres équipages de manière autonome et non plus avec les Russes et avec le Soyouz russe. Et donc, évidemment, dans cette atmosphère particulière qu'est cette crise Covid, comment la NASA, comment SpaceX gère ce risque, le risque qui est peut-être de contaminer l'équipage qui est actuellement en orbite, soit de manière directe parce que les astronautes en partance pourraient être contagieux ou asymptomatiques, mais aussi avec le matériel, la nourriture, les équipements qu'ils vont amener avec eux. Si vous avez vu les dernières images du décollage de la fusée Soyouz de Baïkonour qui s'est passé la semaine dernière, on voit bien que les ingénieurs, les techniciens qui accompagnent les cosmonautes sont tous masqués avec des gants. Donc, on est toujours protégé, bien sûr, on protège toujours les astronautes ainsi que le matériel qui va dans l'espace. Mais aujourd'hui, on redouble d'attention. Et en plus de ça, les cosmonautes eux-mêmes sont testés par rapport au virus avant le décollage. Donc, on sait s'ils ont quelque chose ou pas. On sait s'ils sont malades et s'ils vont transmettre la maladie là-bas. Alors, ce n'est pas fiable à 100%, mais disons à 90%. Et SpaceX, de son côté, fait la même chose. On a eu, il y a 2 jours, un briefing par Soichi, qui est un astronaute japonais qui va décoller dans le 2e vol de SpaceX pour la station spatiale. Le premier vol est un vol d'essai le 27 mai avec 2 astronautes américains de la NASA, anciens de la NASA. Et le 2e vol sera un vol qui sera un vol d'utilisation normale de SpaceX, Crew Dragon, pour aller sur la station spatiale avec à chaque fois un astronaute étranger ou même un cosmonaute russe qui ira dans la station spatiale. Donc les précautions sont accrues, sont augmentées, mais on n'a pas du tout arrêté les mouvements de rotation dans la station. Le Covid-19 n'a pas stoppé nos activités spatiales. Il y a certainement un risque, nous sommes habitués à prendre ce risque, mais il faut savoir que si quelqu'un est malade dans la station spatiale, ces cosmonautes, ces astronautes sont vérifiés médicalement régulièrement, donc on suppose qu'ils ont une capacité de réagir qui est quand même assez saine. On a suffisamment de médicaments dans la station spatiale et qui plus est, si un jour on a un problème vraiment grave, on peut rentrer sur Terre en quelques heures. Et d'un point de vue du matériel, c'est pareil, j'imagine. Alors pour les sondes interplanétaires, on en parlera avec Michel Viseau dans une émission suivante un peu plus tard tout à l'heure pour la protection planétaire. Et là, pour la protection des biens, des équipements, parce qu'on sait que le virus, maintenant, on sait que le virus résiste très bien sur des matières plastiques, sur de l'acier, sur tout un ensemble de matériaux, en fait. Donc là, probablement que c'est encore plus désinfecté, c'est cela ? Oui. Tout est vérifié, tout est nettoyé de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus attentionnée qu'auparavant, de manière à être sûr de ne rien amener comme virus dans la station spatiale. Catherine, quel conseil donneriez-vous pour garder le moral dans cette période de confinement ? Alors, je n'ai jamais été confinée avant maintenant. En tant que femme de l'air, je tourne beaucoup le regard vers le ciel, évidemment, et ça me manque de ne pas pouvoir voler. Donc, j'attends patiemment. Je pense que le secret, c'est cette chance que j'ai, c'est d'avoir beaucoup de… Ne pas attendre la fin, c'est-à-dire que chaque moment soit vécu de façon intense. Je disais que quand je disais que c'est une opportunité, c'est bien sûr très, très dommageable ce qui se passe, mais c'est une opportunité effectivement de prendre un certain recul. Pour l'Aéroclub de France, ça me donne l'occasion de préparer ce que nous allons pouvoir faire plus tard, de réfléchir justement à cette histoire de l'aviation, à la place qu'on lui donne et à me dire que plus que jamais, je suis convaincue qu'on a besoin de l'aviation, qu'on a besoin de toutes les formes d'aviation, des plus petites aux plus grandes, des
des avionneurs, de l'aviation militaire et commerciale. Ce que fait Gérard est absolument extraordinaire et en ce moment, ce sont bien les avions qui volent pour importer d'urgence un certain nombre de choses, des masques pour transporter nos malades en grande détresse. Les hélicoptères, c'est le moment ou jamais de se dire qu'on ne doit pas supprimer nos héliports près des grands hôpitaux. Je pense que c'est l'occasion de travailler tout ça sans trop penser, sans être pressé, sans ne pas se dire je vais sortir tel jour. Voilà, c'est peut-être ce que moi je peux en retirer et avoir énormément, se dire tout ce que je n'ai pas pu faire, je vais le faire maintenant et je vais le partager. Je vais le partager avec les autres, avec tous nos membres par exemple et avec les autres aviateurs. Nous préparons de loin des petits programmes pour quand on va sortir de là. Gérard, nous sommes tous inquiets pour Air France. Partagez-vous cette inquiétude? Il faudra se poser des questions, c'est-à-dire quels seront les grands mouvements de fusion-acquisition, par exemple, et quelles sont les conséquences et les conséquences d'une pandémie, est-ce que les gens vont remonter dans les avions aussi rapidement? On ne pourra pas dire qu'on va faire comme avant. On dit souvent, oui, il va nous falloir 3-4 ans pour retrouver la progression qu'on a eue les dernières années. Non, je pense qu'il faut proposer quelque chose de différent. Je crois que Anne Rigail, la directrice d'Air France, a pris les devants en faisant de la compensation carbone. Ça peut paraître anecdotique, mais par rapport aux autres compagnies aériennes, ça démarque. Et ça démarque aussi une façon de se comporter par rapport à la société. Moi, je pense que c'est pas mal. Et puis, on a vu aussi que la fragilité, le manque de cohérence entre les pays européens, est-ce que ça va modifier également les fusions ou acquisitions? On peut très bien imaginer qu'une entreprise franco-allemande, Lufthansa Air France par exemple, prenne une part importante dans le monde aéronautique. Ce sont des questions qu'on n'aurait même pas osé se poser il y a quelque temps. Et donc, les industries qui, elles, fabriquent les avions, parce qu'eux aussi sont en danger, est-ce qu'elles vont se diversifier, à l'instar de Dassault Systèmes, par exemple, qui s'est diversifié dans d'autres choses extrêmement rentables, ou Safran, ou d'autres personnes qui vont travailler en R&D pour d'autres moyens de transport. On le voit, par exemple, pour Safran avec l'hydrogène, appliqué aux bus, aux voitures, aux bennes à ordures ménagères. Il va y avoir un changement dans les comportements d'une part et dans les offres d'autre part. Je le vois comme ça. Maintenant, comment on peut supporter le confinement? Il faut être déjà bien accompagné, ce qui n'est pas évident pour les personnes seules, ce qui n'est pas évident également pour les gens qui vivent dans les petits appartements avec des enfants. Faut investir dans Netflix, je crois que ça marche pas mal, ils ont fait 40% de chiffre d'affaires, les sites porno aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, je crois que ce qui se passe tous les jours à 20h avec les applaudissements sur le personnel navigant, ça crée de la cohésion. Et je pense que cette pandémie, elle peut créer de la cohésion. Et il faut que ça devienne pérenne derrière. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Cette crise du Covid-19, elle me rappelle Apollo 13, et avec cette phrase célèbre, l'échec n'est pas une option. Donc, par rapport à ce virus qui nous atteint et qui nous a surpris, comme les astronautes qui sont partis sur la Lune ont été surpris par l'explosion d'un bidon, d'un réservoir d'oxygène, eh bien, l'échec n'est pas une option. C'est notre sentiment humain et je pense qu'on va ressortir plus grand. Je pense que d'une façon, on va ressortir plus grand. Je vois déjà au niveau de mes amis, je téléphone à beaucoup de mes amis régulièrement, je vois que tout le monde le vit assez bien, que ce soit les enfants ou les parents ou les grands-parents, les gens le vivent assez bien. Bien sûr, il y a des cas dramatiques, mais les gens le vivent bien. Moi, à mon niveau personnel, j'applique des règles de confinement qui sont des règles qui sont issues de ce que j'ai appris sur le référentiel. Donc, moi, j'ai un référentiel qui est la lecture et le sport. Donc, même si j'ai un petit appartement à Paris, je fais du sport tous les jours. Je fais 1 heure de sport tous les jours, voire 1h30. Et je lis beaucoup. Je n'ai jamais autant lu de livres que je télécharge sur les tablettes. Donc, je n'ai pas le plaisir de lire un livre où je tourne les pages, mais je lis sur les tablettes. Je communique beaucoup, bien sûr. Je fais des conférences par Zoom, comme aujourd'hui, avec beaucoup d'entreprises. Hier, j'étais avec l'île de la Réunion pour leur faire des conférences sur le management. Donc, moi, je suis assez occupé. Et ce que je fais, c'est que je ne compte pas la fin
jamais je me regarde sur mon calendrier pour dire combien de jours il reste avant la fin. Et quand on fait un vol dans l'espace, c'est la même chose. On sait qu'on va faire un vol qui va durer une certaine durée, d'environ peut-être 6 mois en général. On ne compte pas les jours jusqu'à la fin parce que c'est un plaisir. Je pense qu'il faut s'arranger pour trouver une solution pour vivre ce confinement de façon positive. Et les façons positives, c'est apprendre, par exemple, jouer de la musique, écouter de la musique, ranger ses photos, ranger ses dossiers, faire les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on a tous la réaction de dire « je n'ai pas eu le temps de faire ça, je n'ai pas eu le temps de faire ça ». Il y a aujourd'hui, on nous oblige à avoir le temps, donc on n'a pas d'excuse pour ne pas faire ce qu'on n'a pas fait au préalable. Donc, garder le moral et la discipline. Oui, l'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Très bien, mais ça sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier encore infiniment, chère Catherine, cher Gérard, et cher Michel. Portez-vous bien et à très bientôt après le confinement, c'est promis.